Alors bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Mes, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Et pour démarrer l'année, on va parler de formation. Un webinaire qui s'intitule Formation 2024. Préparez-vous maintenant aux enjeux de demain. Et pour m'accompagner ce matin, mon client préféré, Bidis ce matin qui est là. Julien tout d'abord, et puis Hamza. Salut Julien. Salut Christophe, tu vas bien? Super. Je te laisse te représenter rapidement avant qu'on démarre. Oui, très rapidement, Julien, je suis un des fondateurs et le CEO de Bidiz. Et donc, ravi d'être là pour parler des tendances. Et puis Hamza. Bonjour tout le monde, donc Hamza, donc ça fait pareil plusieurs années dans le milieu de RH et surtout de la formation avec Bidiz, un peu plus de 5 ans. Donc, je suis le directeur marketing. Top. Alors, on vous a préparé une petite présentation. Ce matin, on va aborder 5 tendances du learning en 2024. Alors, rapidement, pour vous donner une idée des sujets qui vont être abordés. Premier sujet, première tendance, hein, l'IA, évidemment, on ne peut pas y couper. Hein, c'est un sujet qui est très présent depuis fin 2022. Deuxième tendance, former du bureau au terrain. Donc là, on parlera de formation plus spécifique, hein, notamment pour les personnes qui sont... notamment des contextes de retail, par exemple, des gens qui vont être en boutique, qui ne sont pas forcément derrière un bureau en permanence, et comment on les forme. Troisième tendance, le marketing de la formation. Quatrième tendance, l'ère des multicompétences. Et puis, cinquième tendance, quelle place pour la responsabilité dans la formation. Où là, on parlera peut-être un peu plus d'une autre tendance forte qui est notamment la RSE. Alors pour démarrer, première tendance, l'IA, une opportunité pour la formation. Je vous laisse la parole, messieurs. Je vais ouvrir le bal. Donc, c'est une tendance, évidemment, on commence par ça parce que c'est ce qui viendra en tête à tout le monde, bien sûr. Alors, 2024, de ce que nous, on a pu mesurer, on va quand même rester beaucoup sur une accélération forte. On n'est qu'au début de l'IA et notamment de l'IA dans le département formation. Ce qu'on y voit, nous, il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Il y a aussi beaucoup d'enthousiasme. Évidemment, c'est les deux choses qui se mêlent dans une grande innovation. On ne pourra pas parler de tout aujourd'hui, mais les points qu'on voulait souligner, c'était la possibilité de faire des choses qui vont être quand même de plus en plus personnalisées pour les collaborateurs. Donc, ça touche évidemment beaucoup l'adaptive learning et l'apprentissage personnalisé pour des masses. Ça va être vraiment intéressant. Et notamment dans le fait, c'est lié nous, à la mission de Bidiz, mais d'ouvrir la possibilité à de plus en plus de gens de créer et en tout cas formaliser des connaissances et les partager. Donc, ça permet à des personnes qui ne vont pas forcément avoir le temps ni le background de pouvoir formaliser leurs connaissances, formaliser les connaissances et les partager. Et donc ça nous intéresse beaucoup dans le cadre de la mission. C'est évidemment pas une disparition du département, comme je peux entendre parfois, et qui a déjà essayé de créer un module à partir uniquement de l'IA saura de quoi je parle. Par contre, on change de dimension et on va arriver sur des choses très intéressantes. Voilà, pour lancer un peu le sujet sur l'IA. Alors, il y a un chiffre, hein, 83% des employés jugent que les IA pourront impacter jusqu'à 20 heures de leurs tâches hebdomadaires. Alors, ça veut dire quoi, impacter? C'est impacter dans le sens gagner en productivité, c'est impacter dans le sens changer les façons de faire, parce que tu l'as dit, dans l'IA, il y a la partie risque et il y a la partie opportunité. Il y a beaucoup de gens en 2023 qui l'ont marketé comme un risque, mais finalement, on se rend compte que c'est, à mon sens, principalement plus une opportunité de faire évoluer les métiers dans le temps. On est plus sur une évolution et un changement plutôt que de dire on va supprimer des jobs. Qu'est-ce que tu en penses, Hamza? On a beaucoup entendu parler de remplacer carrément des emplois. Je pense qu'on est encore très très loin d'avoir des intelligences artificielles capables de remplacer carrément des emplois aujourd'hui. Par contre, je pense que aujourd'hui, l'intelligence artificielle représente plus une opportunité, que ce soit l'IA générative qu'on connaît maintenant tous avec OpenAI et ChatGPT, qui aujourd'hui permet de faciliter pas mal de tâches, que ce soit
des résumés de réunion, c'est le truc le plus basique, mais on peut aller aussi d'un point de vue formation sur la création de contenu. Comme disait à l'instant Julien, aujourd'hui, ça rend la création de contenu de plus en plus facile. La traduction de ce contenu-là d'une manière plus simple, même s'il y a encore du travail à faire aussi de ce côté-là. Donc, je pense clairement on est sur une très grosse opportunité. Et le point qui est le plus important aussi aujourd'hui, c'est se former à utiliser ces intelligences artificielles ou ces différents outils qui sortent avec ces intelligences artificielles-là. Ouais, c'est pour ça que le slide après, on insiste sur les notions d'upskilling et de reskilling. N'hésitez pas à nous interrompre dans le chat. Upskilling, c'est de la montée en compétences et le reskilling, on est plutôt sur de la transformation des métiers, sur des projections de je pars d'un métier à un point A, comment j'arrive au point B et comment je fais évoluer mon collaborateur ou ma collaboratrice de ce point A vers ce point B. Et je pense que tu as bien résumé, Hamza, l'enjeu prioritaire, c'est effectivement pour les entreprises en 2024, et tu l'as dit aussi, Julien, on n'est pas dans l'accélération si supersonique qu'on a voulu nous le faire croire. Il va falloir que les entreprises prennent le temps, et premièrement, prennent le temps de voir ce qu'elles vont vouloir utiliser en matière d'IA et comment elles vont transformer leur métier pour y arriver et comment elles vont accompagner leurs équipes pour utiliser ces IA. On le voit aujourd'hui, par exemple, beaucoup dans la fonction RH. On prend l'exemple de ChatGPT, mais ChatGPT est assez peu utilisé dans la fonction RH. Pour une raison simple, c'est que les RH n'ont pas le temps, par exemple, d'apprendre à écrire des prompts. Donc, c'est pas si évident que ça, cette mise en pratique. Toi, Hamza, comme moi, par exemple, ou comme toi, Julien, on l'a utilisé parce qu'on est marketeur. Donc, ça fait partie des outils qu'on utilise au quotidien, comme on utiliserait une nouvelle plateforme d'envoi d'email ou autre. Mais pour des métiers qui ne sont pas proches de ce type d'outils, c'est moins évident à prendre en main. Alors, pour autant, l'IA, elle existe déjà depuis longtemps dans les outils de formation. Ce n'est pas une nouveauté. Non, bien sûr, l'IA, elle existe depuis longtemps. La possibilité d'utiliser des algos et du machine learning pour apprendre mieux, c'est certainement beaucoup plus ancien que ChatGPT. Alors, moi, pour compléter ce que tu dis, je dirais qu'il y a quand même une accélération hypersonique de la techno en elle-même. Il ne faut quand même pas oublier ça. C'est en train d'aller extrêmement vite et ça va continuer de manière exponentielle parce que c'est un impact, parce que c'est un sacré business et parce qu'il y a un risque quand même, pas forcément au niveau de l'entreprise, mais stratégique et géopolitique, à savoir qui la maîtrisera le mieux en premier. À savoir les États-Unis avec un gros temps d'avance, l'Europe qui l'abordera sur un cadre aussi législatif comme elle le fait souvent sur les parties tech, et puis derrière il y a aussi la Chine, il y a aussi l'Europe, il y a aussi l'Inde. Donc là il y a quand même un cadre où ça va aller vite, de plus en plus vite. Par contre, je te rejoins sur le fait l'implémentation de ça dans les business et dans la formation. On est resté quand même en 2023 sur une partie un peu de hype autour du sujet, sur des trucs très précis, sur des métiers de marketeur, de copywriter, etc. Et ça va venir pour la formation. Et plein d'autres. On t'entend pas bien, Julien. Ça hache, t'es trop loin du micro. Je vais m'approcher. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, il y a une étude mondiale qui est sortie sur l'IA et qui disait ceci, qui disait en fait que les IA vont permettre davantage aux pays sous-développés de gagner en accélération quand les pays européens et même les États-Unis n'iront pas aussi vite et que potentiellement l'IA va permettre à des pays comme l'Inde, par exemple, de rattraper son retard par rapport aux pays, entre guillemets, développés. Pourquoi? Notamment à cause des freins liés aux législations en place dans nos pays. Parce qu'en fait, on est capable, les États-Unis sont capables de créer des solutions et d'aller très vite en techno. Pour autant, on n'est pas capable, à cause des barrières juridiques qui nous enchaînent, de les déployer dans un temps, de les déployer rapidement et simplement. Et ça, je pense que c'est le principal frein. C'est le principal frein aujourd'hui, tout simplement. Il y a beaucoup de RH qui n'ont pas le droit d'utiliser ChatGPT dans leur entreprise, par exemple.
Évidemment, bien sûr. C'est ce frein-là. Est-ce qu'on m'entend mieux là, pour le coup? Parce que je me suis un peu rapproché du micro. Ouais. Ok, donc c'est mieux. Effectivement, il y a ce frein-là juridique / un peu géopolitique, parce que si ChatGPT était français, on aurait beaucoup moins de problèmes. Mais on a eu les mêmes questions au niveau de l'hébergement des données, hein, avec Amazon ou AWS. Il y a eu ces questions-là, donc je pense que ça va aussi être traité et sans doute de plus en plus vite. Parce que les politiques ont aussi conscience qu'on doit rester compétitif et dans un cadre légal quand même qui fonctionne bien. Il y a le risque des métiers, hein, dont tu parlais. C'est vrai que comment la fonction RH peut trouver le temps et les compétences à intégrer l'IA dans ces domaines. Et là, je rejoins ce qu'on me disait en upskilling et reskilling. Je pense qu'il y a pas mal de métiers et de gens qui vont venir à la formation et qui viennent d'autres métiers. Un exemple tout simple, quelqu'un qui est dans les domaines plutôt de la supply chain et de la logistique, et qui a l'habitude d'écrire des process et des méthodes, cette personne-là, a priori, elle aura des capacités intéressantes, des compétences intéressantes pour faire du prompting. Donc, je pense qu'on va voir les métiers aussi évoluer autour de ça. Pour moi, effectivement, c'est les deux risques et les deux freins. Et je pense que 2024 va continuer sur cette tendance IA assez, on va dire, assez progressivement pour le métier. Par contre, la tech va continuer à avancer très, très vite. Et ça, il faut garder un œil dessus. Il y a Catherine qui nous dit l'Inde est le deuxième plus gros utilisateur de ChatGPT dans le monde après les États-Unis. C'est intéressant quand même. Il y a juste un autre point en fait sur le point du prompting que tu as mentionné. Il faut prendre en considération que la majorité des outils, que ce soit en France, de technologies qui sortent, en fait, prennent en considération ça. Et quand, par exemple, un responsable formation va utiliser, on va dire, Bdiz sur l'outil auteur pour créer son contenu grâce à de l'IA, il n'aura pas forcément à maîtriser le prompting pour pouvoir créer une formation intéressante. Alors, aujourd'hui, la majorité des outils utilisent tous, on va dire, OpenIA avec ChatGPT, mais de plus en plus, par exemple, nous, de notre côté, dès cette année, on va intégrer un autre modèle pour avoir plus ou moins cette indépendance. Et pareil, on espère intégrer aussi un modèle français européen dans les prochains mois, ce qui n'est pas impossible, on va dire. Alors, c'est intéressant ce que tu dis sur l'aspect intégration de l'IA. Moi, de ma vision, entre guillemets, média et de mon regard externe sur le marché, la fonction RH, et sur le monde de l'entreprise en général, je pense que de toute façon, les entreprises ne vont pas prendre la main sur des chats GPT ou autres, ou des outils comme ça indépendants. Ils vont attendre que leurs éditeurs, donc notamment Bdiz, par exemple, un client qui travaille avec Bdiz, va attendre que Bdiz aligne sa solution en fonction des avancées technologiques, ce qui va lui permettre de résoudre son problème de compliance. Donc je pense que c'est, de toute façon, vous, c'est votre futur, c'est effectivement, toi Julien, tu le disais, ça va très vite. Il va aussi falloir que vous, très vite, vous ajoutiez les briques supplémentaires qui vont arriver en matière de technologie pour de toute façon ne pas s'endormir et pas faire comme certaines solutions qui ont été développées il y a 15 ans, qui n'ont pas évolué, qui sont aujourd'hui incapables d'évoluer d'un point de vue technologique. Ouais, c'est très vrai. En fait, il y a ça va creuser l'écart, on va dire, entre les plateformes de nouvelle génération qui n'ont pas de dette techno et qui ont été construites sur des modèles ouverts, avec des API bien documentés et qui ont dans leur culture le fait de s'interfacer avec d'autres solutions, versus des plateformes plus anciennes qui se sont créées sur des modèles fermés et qui, justement, ont jamais pas d'API, ce serait exagéré de dire ça, mais en tout cas ils sont peu ouverts sur ces modèles-là et donc, du coup, ont plus de mal à intégrer des moteurs finalement d'IA externes, puisque aucun éditeur, pour le coup, ne va développer sa propre IA, vu à quel point les spécialistes du sujet vont vite sur ça. Ouais. Ce qui est peut-être intéressant, c'est sur quelle source tu vas poser l'IA, par contre. Parce qu'aujourd'hui, oui, effectivement, sur quelle source, et comme disait Hamza, le fait de pouvoir proposer plusieurs moteurs d'IA différents en fonction du client, parce que voilà, on n'a pas non plus que des clients français, mais on sait que les clients français seront plus à même d'utiliser des IA européennes versus les clients américains, et certains clients prendront juste le plus performant. Mais l'autre point, ça va être aussi de se dire,
comment c'est utilisé dans la stratégie de formation des entreprises. Et c'est ça qui n'est pas beaucoup pensé pour l'instant, je trouve, dans le milieu. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de se dire, ça permet à beaucoup plus de gens dans l'entreprise de formaliser, encore une fois, et partager leurs connaissances. Et c'est ça qui va faire en sorte que la formation aussi s'accélère dans les différentes entreprises. Mais pour ça, il faut le faire avec une stratégie précise, avec un bon accompagnement, avec un pré-prompting de toutes les IA pour pas que ça soit complètement ouvert. Voilà, il y a plein de questions à se poser. Et puis, il y a une expertise, en fait, nous, c'est ce qu'on a constaté. Ça fait 2 ans qu'on bosse le sujet. Et on le bosse autant sur la partie tech pure que sur la partie accompagnement, expertise, méthode, qui est tout aussi importante. Juste un exemple à rajouter, c'est aujourd'hui, on peut avoir des clients, des grands groupes qui vont utiliser leur propre OpenIA sur BDIS, par exemple. Donc, ça donne cette liberté aussi à nos clients d'utiliser leur propre moteur et d'avoir aussi ce contrôle sur leurs données, on va dire. Alors, la deuxième tendance, c'est la formation oui, mais pour qui? Un premier chiffre un peu général, 62% des collaborateurs trouvent la formation souvent contraignante. Pour un tiers, c'est le manque de temps qui est mis en avant. Et pour un second tiers, c'est que finalement, les formations ne correspondent pas toujours à leurs besoins. Et pour les populations terrain, 64% des collaborateurs terrain aimeraient des possibilités de développement et d'apprentissage plus développées. Bon, vous connaissez bien le sujet parce que le positionnement de BDIS, depuis qu'on se connaît, c'est quand même de former, entre guillemets, les populations les plus difficiles à engager, les apprenants les plus difficiles à engager dans le process. Donc, Julien, tu peux peut-être nous expliquer, nous donner quelques tips par rapport à ça. Ouais, c'est des chiffres qui ne sont pas effectivement étonnants pour nous. BDIS, c'est une société qui a vraiment pris son envol sur ce sujet-là en particulier. Aujourd'hui, on fait plus de 2 millions d'utilisateurs, une large partie de population terrain. On le fait dans une quarantaine de pays, en 26 langues et sur à peu près 150 grands groupes. Donc, on connaît très bien cette partie du terrain. Et c'est vrai que nous, ça fait plusieurs années qu'on se bat pour qu'ils aient un accès à la formation aussi présent que des gens qui vont être plus au siège, par exemple, et derrière leur bureau un peu plus toute la journée, qui vont avoir forcément un peu plus tendance à avoir accès à la formation, ne serait-ce que par la technologie qui leur est mise à disposition, le fait d'être au niveau central, et puis même parfois sur des logiques un peu psychologiques. Voilà, sur le terrain, on a une partie des gens qui vont être, comment dire, qui ont commencé à travailler plus jeunes, plus tôt, et qui n'aiment pas forcément revenir souvent en salle de formation et retrouver des logiques scolaires qui ne leur plaisent pas forcément. Et du coup, ils se disent, la formation, ce n'est pas forcément pour moi. Et nous, voilà, on voit quand même un gros travail à faire à ce niveau-là en France et plus largement en Europe. Et on a vu cette tendance quand même s'accélérer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la crise Covid a eu un double impact, c'est-à-dire que ça a digitalisé beaucoup la formation. Et du coup, il y avait une partie de formation présentielle qui était très liée aux populations terrain, qui a un peu diminué. C'est-à-dire qu'on a quand même moins tendance à faire des séminaires de formation sur plusieurs jours au siège, à faire venir les gens, etc. On a tendance à plus rester sur le terrain. Et donc, des moments de formation comme ça présentiels qui étaient importants se sont gommés. Et le côté digital n'a pas pris le pas parce que les plateformes étaient trop tournées, format plus long, on va dire très bien fait pour un manager qui va avoir ses 45 minutes devant lui, et pas pour quelqu'un qui est dans la restauration ou sur une chaîne de montage et qui n'aura que quelques minutes et puis qui n'aura pas forcément accès à un ordinateur là maintenant. Donc, on sent quand même que dans beaucoup de grands groupes, il y a cette tendance, cette prise de conscience en tout cas, et on espère y être un petit peu pour quelque chose, qu'il faut bien embarquer ces populations terrain. Et pour une dernière raison, qui est encore plus importante pour ces groupes-là, c'est que là, on est quand même sur, pour la plupart, des gros programmes de transfo sur les prochaines années. Le contexte économique, technologique, social changeant beaucoup. Ils sont tous sur des gros plans de transformation et ils ont bien conscience que s'ils n'embarquent pas le terrain, et en particulier s'ils ne les embarquent pas par la formation, ils vont avoir du mal à mettre en place ces transfos. Donc on a une vraie attention, notamment des DRH, on va dire
grands groupes, grosses ETI pour l'instant, c'est les prises de conscience qui sont là d'abord sur ces sujets. Et nous, on a énormément de demandes sur notre capacité à former le terrain, qui là, et c'est ce que soulignent les chiffres, pour l'instant, si on prend les chiffres globaux en France, a une insatisfaction sur la formation qui lui est distribuée. Alors, c'est intéressant dans une double mesure parce que tu as les populations de terrain et en fait, il n'y a pas que les populations de terrain, comme tu l'as dit, restauration, boutique. Moi, je pense que c'est un peu le même principe aussi pour tous les gens qui sont en travail hybride aujourd'hui. Parce qu'en fait, ils ne sont plus dans l'entreprise 5 jours sur 5. Il y en a beaucoup qui sont en entreprise qu'un jour ou 2 jours par semaine. Et pour autant, ces personnes-là, il faut continuer à les former. Elles ne sont plus au bureau, donc on ne peut plus faire de présentiel. Donc je pense que plus généralement, c'est même pas comment former les populations de terrain, c'est comment former tout le monde dans une nouvelle organisation du travail, avec des enjeux différents en fonction que tu sois en boutique ou chez toi en train de travailler. Mais finalement, tu es seul, tu n'es pas dans un bureau, tu n'es pas dans ton entreprise avec des formateurs. Donc je pense que c'est de toute façon la modalité de formation qui va devenir le standard dans les années à venir, hein, le digital. Hein. Alors, je pense qu'il y a juste un point de différence, un point de différenciation à avoir en tête, c'est que les populations terrain, il y a aussi 2 points importants. C'est le premier, la majorité des métiers en tension aujourd'hui concernent ces populations-là, ce qui rend leur formation et leur rétention encore plus importante. Et les plus grands chiffres, les taux de turnover les plus importants, ils sont envers ces populations-là. Donc ça, c'est aussi un point à prendre en considération. Donc les entreprises ont réalisé que c'est de plus en plus important de les former pour pouvoir les engager encore plus avec l'entreprise et les garder. Un point aussi important, on parle aussi sur, quand on parle de formation, la première chose qu'on a en tête, c'est le présentiel. Donc on parle de déplacement de ces populations, qui est plus difficile que déplacer les gens qui travaillent dans le siège, par exemple. Et le deuxième point, c'est l'accès à la technologie. Majoritairement, ces populations terrain n'ont pas forcément un ordinateur. Dans le meilleur des cas, ils vont avoir accès à un tablette si on parle des forces de vente dans les magasins. Mais si on parle des techniciens qui se déplacent toute la journée, ils n'ont qu'un smartphone. Donc c'est là où qui fait aussi cette différence entre les deux populations, ce qui rend les deux sont importants, bien évidemment, mais ce qui rend ce point-là de population terrain encore plus important et une tendance pour 2024, c'est surtout les derniers points que je viens de citer. Ouais, mais ce que je voulais dire par là, c'est qui peut le plus, peut le moins, en fait. Tu peux gérer toute l'intégration, tout type de population. Quand tu sais faire de la population terrain, tu sais tout faire. Absolument, tout à fait. Là où je te rejoins, Christophe, pour la petite anecdote, hier j'étais avec un DRH d'un grand groupe bâtiment français et qui me disait un petit peu quelque chose dans l'idée de ce que tu exprimais là. C'est qu'il disait en fait, nous, si on est capable de bien former les gens qui sont sur les chantiers, on sait qu'on va pouvoir bien former les gens qui sont en télétravail. Et il y avait exactement la même réflexion que toi sur le sujet. Et ce que je trouve vraiment hyper intéressant là-dedans, c'est que du coup, on change un paradigme où pendant des années, on a fait de la formation d'abord pour les sièges, d'abord pour l'école blanc, et puis finalement, on a distribué à peu près la même chose, en tout cas sur les mêmes modèles aux populations terrain sans trop y réfléchir. Et aujourd'hui, on se dit, en fait, il y a des inspirations à prendre qui viennent du terrain, sur la manière d'apprendre du terrain, notamment pour y être régulièrement. Moi, je peux vous dire que c'est souvent des gens qui ont une culture de la transmission énorme entre les plus seniors et les plus juniors. C'est beaucoup à l'oral, mais il y a ce côté transmission de connaissances très fort, capacité à apprendre en groupe très fort aussi, convivialité dans la formation. Enfin, il y a plein de choses. Et aujourd'hui, on peut s'inspirer de ça aussi pour faire de la formation, on va dire, plus générale et plus transversale dans l'entreprise. Et ça aussi, c'est une tendance, je pense, pour cette année. Il y avait un exemple qui est celui d'Amorino. Tout à fait. Donc, c'est un très bon exemple. Alors, on en a pléthore, mais celui-là, on aime bien déjà parce que quand on va faire des tests, ça nous permet de manger des glaces. Donc, on est toujours content. Et effectivement, c'est typiquement le genre de clients avec qui nous, on aime bien travailler parce qu'il y a cette logique de dire on est l'essentiel de leur staff est
toujours en boutique, hein, c'est de 250 boutiques et c'est des modèles franchisés en plus en France, donc c'est particulier de former dans le cadre d'une franchise. Et ils nous disent, voilà, nous, jamais on aura le temps d'aller en arrière-boutique, se former sur un ordinateur, ou bien quand on a un nouveau collaborateur, on n'a pas le temps il n'est pas dans le SIRH tout de suite, donc il faut qu'on puisse lui donner accès dans les 30 secondes sur la solution de formation, et pas qu'on attende que le siège nous envoie quelque chose, etc. Enfin, il y a plein de petites choses qui sont des problématiques très terrain qui ne sont pas adressées normalement par une plateforme qui ne fera pas l'effort d'aller à ce niveau-là. Et donc, ce qui nous intéresse particulièrement là-dedans, c'est de se dire, on va pouvoir former beaucoup autour du geste métier, par exemple. C'est une clé d'entrée intéressante. Il y a toute une manière, ceux qui ont pris les glaces à Morino, vous savez qu'elles sont particulières. Il faut apprendre à le faire et c'est pas évident. Et pour le coup, comme disait Arnaud, c'est des métiers où il y a aussi beaucoup de turnover et beaucoup de tension. Donc, il faut constamment former des nouveaux collaborateurs à ces techniques qui sont quasiment des gestes de métier de luxe, finalement. En tout cas, il y a un gros savoir-faire et c'est très important, c'est l'image de marque de la marque. Et puis, il y a aussi beaucoup de soft skills qui sont créés. Alors, peut-être un peu étonnamment pour ceux qui nous écoutent, qui doivent se dire ouais, col bleu c'est hard skill et col blanc c'est soft skill. Ben non, dans le terrain, il y a aussi énormément de choses autour de l'accueil client, la gestion de conflits, la gestion du stress. Il y a plein de choses autour de ça. Donc, on a ces deux clés d'entrée. Et puis, on arrive sur, et c'est un des points aussi qui nous intéresse le plus, c'est des gens qui se forment beaucoup, qui ont beaucoup d'appétence et qui vont avoir près de 57 000 capsules quand même finies l'année dernière. Donc, il y a un gros taux d'utilisation, pratiquement 1600 personnes qui se connectent très régulièrement. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui est important. Là, typiquement, c'est une boîte qui a fait ce que je pense beaucoup d'autres boîtes vont faire en 2024, c'est qu'ils ont mis de côté leur plateforme de formation traditionnelle, en tout cas celle qui était proposée, dont je ne citerai pas le nom parce que je ne veux incriminer personne, mais ils ont vraiment écouté le terrain. C'est ça que je veux dire, c'est-à-dire qu'ils ont pris des gens dans les boutiques et leur ont demandé, voilà, quels sont vos besoins de formation, comment vous voulez faire les choses, ils leur ont présenté différentes solutions et ils ont travaillé directement avec eux. Et c'est ce qui fait qu'il y a des super taux d'utilisation et que là, la formation n'est pas juste une commodité, on va dire, pour les gens qui sont sur le terrain, mais bien un truc utile qu'ils utilisent tous les jours. Et à ce moment-là, on risque de le voir beaucoup cette année. Il y a juste 2 points à préciser. Alors, un point qui était important, donc capsule, pour préciser, c'est un module de formation dans notre plateforme. Je vois. Donc ça, c'est un point à préciser. Je pense que j'ai eu une question passer sur ça. Il y a Marie-Paul qui demande un exemple de capsule, par exemple, chez Amorino, ça va être quoi? Alors, on va avoir des choses autour du produit, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, comment est constituée la glace, quels sont les gestes à avoir, quels sont les différents parfums à quel moment, quels sont les produits complémentaires. Donc, on va avoir des choses comme ça très orientées produits, des choses, comme je vous disais, orientées autour de l'accueil client. Elles ont toute une méthode et une manière de faire les choses chez Amorino qui font aussi leur signature. Amorino, c'est ceux qui font les glaces en forme de fleurs, c'est ça? C'est ceux qui font les glaces en forme de Donc, fleurs. est-ce qu'il y a une capsule, par exemple, pour t'expliquer comment tu racles la glace pour faire ta fleur? Absolument. Il y a une capsule autour de ce sujet. Et après, il y a en plus ce qu'on appelle des tips, qui sont des petites vidéos prises sur le terrain, par le terrain. Donc, c'est vraiment des vidéos de gestes métiers qui vont être augmentées avec un petit montage directement fait dans la solution. Mais c'est vraiment fait par des gens qui sont en boutique et qui, là, vont être tournés vraiment autour du geste métier et de montrer comment ça peut se faire, notamment aux nouveaux arrivants. Donc, on a cette complémentarité entre la capsule qui est contenu un peu théorique et le tips qui est vraiment du geste métier pratico-pratique. Les deux s'imbriquent bien, c'est un format qui est complet et on trouve ce genre de choses. Donc en fait, les capsules permettent aussi de capter les échanges entre les collaborateurs potentiellement qui s'aidaient avant entre eux et qui se disaient bah tiens, tu devrais faire ça comme ça, comme ça. Et la capsule permet de créer un format qui va être disponible pour l'ensemble des collaborateurs finalement. Donc parce que tout simplement, là, quand on a par exemple un manager d'un magasin à Amorino qui va prendre un tips, donc on va dire sur un format vidéo, pour montrer comment faire la fleur dont on parle, derrière, le responsable formation, il peut intégrer ce tips dans son module, donc dans la capsule. Et par la suite, et la partager à une plus grande population sur ce point. Combien de temps ça dure une capsule en moyenne? Il y a une moyenne de capsules en termes de timing idéal ou
Une capsule classique chez nous, ça va être. Alors, c'est un modèle qui est complètement ouvert hein, parce que les clients ne veulent pas être limités. Mais nous, ce qu'on conseille, c'est qu'une capsule, ça soit entre 3 et 5 minutes à peu près, avec 5-6 notions clés à acquérir. Après, il peut y avoir des parcours qui sont un ensemble de capsules, et là, on peut arriver sur des durées plus longues de 45 minutes, 1 heure, voire un petit peu plus, voilà, autour d'une dimension de recording, par exemple, pourquoi pas. Et le tips, lui, geste métier en lui-même, de la même manière, c'est pas limité, mais on est plutôt sur des vidéos qui durent 1 minute, voire moins d'1 minute, et qui sont vraiment concentrées sur un geste précis. Oui, donc Véronique, c'est ça, hein, les capsules alors ça peut être une micro-vidéo qui vient capter un savoir-faire. Alors ça, juste pour préciser, les micro-vidéos qui captent le savoir-faire, ça c'est ce qu'on appelle les tips chez nous. Ouais. Voilà. Le capsule représente le module de formation un peu plus complet qui va intégrer des tips. C'est ça, ouais. Ok. Alors, on refera un webinar hein, plus tard avec Bidis pour vous expliquer comment fonctionnent les capsules et on vous prévoira ça prochainement si vous le souhaitez. On va avancer. On a encore 3 tendances. La prochaine, c'est le marketing de la formation, qui est un enjeu de marque employeur. Hein, et Hamza a commencé à en parler tout à l'heure hein, en disant ça permet notamment de faire de la rétention, ça contribue aux stratégies de fidélisation des talents, de leur mettre à disposition de la formation, mais en entrée, ça contribue aussi à attirer des candidats. 2 chiffres, hein, les solutions de formation sont de plus en plus utilisées avant même l'entrée du salarié, à 21,5% en phase de pré-boarding et quasiment à 50% en phase d'onboarding. Hein. C'est une étude qu'on avait menée avec Bidis il y a quelques mois. Et d'ailleurs, il y avait un chiffre intéressant par rapport à ça dans une autre étude qui disait que dans ces phases d'onboarding et de pré-boarding, je crois qu'il y a 1/4 des boîtes qui sont équipées d'une solution spécifique, un best-of-breed hein, pour gérer l'onboarding, tout simplement, et 1/4 des boîtes qui utilisent leur LMS. Parce que finalement, elles se disent pourquoi encore démultiplier les outils alors que la solution de formation va faire le job. Donc ça, c'est aussi intéressant en termes de mutualisation des outils. Hamza, je te laisse prendre le relais ou Julien? Hamza, je t'en prie, c'est le marketing, c'est bien. Pour le point d'onboarding, on parlait à l'instant d'Amorino, c'est un exemple aussi d'entreprise qui utilise Bidis pour l'onboarding de leurs collaborateurs. On a aussi plein d'autres cas clients sur ce point-là. On peut même avoir des cas clients sur le pré-onboarding, où on partage avant même le jour J, on va dire le début de l'onboarding du collaborateur, avec du coup du contenu qui va permettre à ce collaborateur de comprendre un peu plus comment l'entreprise marche, la culture de l'entreprise, les différents départements, le département dont il va faire partie, etc. Donc, toutes les informations qui peuvent être intéressantes avant le début de cet onboarding-là, qui va permettre l'utilisation d'une plateforme LMS va permettre de se concentrer surtout sur la partie formation ou la partie apprentissage de ce onboarding-là, au-delà du côté administratif, etc. Du coup, pour enchaîner sur ce point-là de marque employeur et de marketing d'information, c'est une tendance, on peut dire que ça fait une dizaine, même plusieurs années qu'on peut entendre la communication, c'est un point important pour les responsables formation. Malheureusement, les dernières années, la communication qu'on voit ou qu'on a pu voir, on se retrouve sur un modèle de envoyer des mails de rappel ou des notifications quand c'est possible. Là, le point qu'on a remarqué pour les dernières semaines et les prochains mois, c'est que de plus en plus de responsables formation se dirigent vers, on peut dire, d'utilisation de pratiques marketing assez récentes. Si je parle de marketing, le premier point qui va être important ici pour moi, c'est juste de comprendre le personnage, donc la cible, et dans ce cas-là, c'est l'apprenant. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de bien comprendre l'apprenant, ses besoins, ses problèmes, c'est quoi le type de contenu qui va intéresser cet apprenant-là.
mais aussi même c'est quel format qui pourrait être intéressant. Est-ce que ces apprenants-là préfèrent le présentiel ou est-ce qu'ils préfèrent le digital ou est-ce que c'est un modèle blended? Et pour la majorité, si on parle de la majorité des apprenants, aujourd'hui, on est habitué à utiliser nos smartphones ou Internet sur des réseaux sociaux avec des formats, que ce soit Instagram, TikTok, etc. Et d'un coup, quand on se retrouve dans les logiciels ou la technologie utilisée par les entreprises, on se retrouve avec des logiciels qui datent d'il y a une dizaine, vingtaine, centaine d'années même. Donc, c'est là où il faut faire attention. Donc, cet écart qu'il y a entre ce que la personne est habituée à utiliser dans tous les jours et ce qu'elle va se retrouver avec dans la vie professionnelle. Donc, c'est aussi un point très important à prendre en considération. Et aussi de réfléchir, de proposer le contenu au bon moment et bon endroit, comme je disais. Est-ce que c'est plus simple le présentiel ou c'est plus simple le digital? Peut-être le blended reste le meilleur format dans tous les cas. Donc, alors, il y a une question de Caroline par rapport au pré-boarding qui dit le pré-boarding, est-ce légal de communiquer des informations avant l'arrivée pour l'acculturation du futur collaborateur? Ce qui n'est pas légal, c'est de former un candidat tant qu'il n'est pas encore salarié. Enfin, ce n'est pas légal. Disons que les syndicats risquent de venir taper à la porte. Pour autant, à un moment donné, il faut aussi être réaliste par rapport au marché actuel. Il y a de plus en plus de candidats qui signent un contrat et qui ne viennent pas le premier jour. Ça, tout le monde connaît ça. Pourquoi? Parce que souvent, le candidat signe un contrat, il va se passer 1, 2, 3 mois avant qu'il arrive, le temps qu'il finisse son ancien job, et vous avez finalement aucune vous n'avez plus de relation avec lui pendant ce laps de temps. Donc, mettre à disposition en continu des informations pour l'acculturer, c'est plutôt une bonne idée parce que ça vous permet de maintenir un lien pendant cette période. L'autre point, c'est qu'on n'est pas en train de dire qu'on va utiliser de la formation pendant le pré-boarding. On est en train de dire qu'on va communiquer des informations pour qu'il puisse savoir ce qui se passe dans l'entreprise et qu'il n'arrive pas le jour J en se disant « Ah bah tiens, il y a ça, il y a ci ». Vous pouvez envoyer, je vais vous donner un exemple simple, mais en phase de pré-boarding, un commercial, par exemple, que vous allez recruter, vous pouvez lui envoyer régulièrement des informations pour lui dire « Génial, on a signé tel nouveau client, par exemple ». Ça, c'est intéressant. Vous ne formez pas la personne. Vous pouvez lui envoyer des informations pour lui dire « On vient de lancer tel nouveau produit » avec un petit descriptif. Voilà, c'est ça, en fait, qu'on attend en termes de pré-boarding. Évidemment, on ne va pas le former à son futur job alors qu'il n'est pas encore rentré. Vous voulez rajouter un point, Hamza, Julien, par rapport à vos clients qui l'utiliseraient en phase de pré-boarding? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Alors, sur la question de la loi, moi, je ne pense pas qu'il y ait de loi sur le sujet. Par contre, je pense qu'il faut le faire effectivement de bonne foi, c'est-à-dire proposer des choses aux collaborateurs sans que ça soit une obligation et de ne pas considérer que on mesurera ce qu'il a fait avant qu'il arrive et de lui laisser un temps disponible à son arrivée pour le faire à ce moment-là si d'aventure il ne veut pas le faire avant. Si on est sur des logiques comme ça, je pense déjà qu'il n'y a pas à légiférer sur le sujet et qu'en plus, ce n'est pas tellement attaquable. Et qu'on est dans le meilleur des mondes parce que ceux qui le veulent et qui veulent commencer à établir un contact, même de formation, hein, pourquoi pas, avec l'entreprise, le peuvent. Et ceux qui ne le veulent pas ne le font pas. Et ça peut être géré aussi dans les conditions générales d'utilisation d'une plateforme ou autre. Donc, je pense que ce n'est pas un sujet à risque. Sur le sujet en général, alors sur l'exemple du pré-boarding, une partie des boîtes qui le font de manière intéressante, c'est encore assez confidentiel, je trouve. Mais il y a sur notamment la culture de la boîte, notamment les objectifs ou les perspectives de l'année, les portraits de ses futurs collègues. Alors, je ne sais plus quelle entreprise, j'avais vu ça d'ailleurs chez toi, Christophe, le faisait sur. On recevait comme un billet d'avion, une sorte de billet d'avion avec un QR code, on scannait, ça ouvrait la plateforme. Il y a des trucs très sympas, moi je trouve que c'est une bonne idée. Sur le marketing de la formation en général, je souriais quand j'ai vu la tendance qui a été amenée par les équipes parce que c'est vraiment un vieux sujet, quoi. Je pense que tu confirmeras, Christophe. C'est un truc, moi, quand j'ai lancé Bidiz, c'était déjà sur la table.
Donc au début, j'étais un peu dubitatif. Et en fait, après, j'ai compris pourquoi c'est une tendance effectivement qui revient en 2024. Parce que, comme l'a bien dit Hamza, en fait, ça a été fait il y a quelques années, mais juste sur, avant, on ne communiquait pas en fait, sur la formation, ou très peu. Et à un moment, on s'est dit, oui, il faut des taux d'engagement, donc il faut absolument que les gens soient au courant et les relancer, etc. Il y a eu cette phase-là. Et puis après, aujourd'hui, on est quand même c'est toujours fait, hein, ça existe toujours, c'est pas arrêté, mais c'est trop limité par rapport à tout ce qui existe, notamment dans notre vie privée, et qui peut nous faire aller sur tel ou tel site ou commander tel ou tel type de produit. Donc, on est sur voilà, une amélioration nécessaire du marketing de la formation. Ouais, et puis après, il y a une certaine logique aussi. Si je fais le pendant avec le recrutement, par exemple, toutes les entreprises sont équipées d'ATS depuis toujours. Elles ont des outils. Et les ATS permettent de faire de la multidiffusion, embarquent des outils même de diffusion sur les réseaux sociaux potentiellement. Et les recruteurs ont bien franchi ce cap depuis 4-5 ans de devenir finalement des marketeurs. Hein. Aujourd'hui, quand tu as un job, tu ne cherches pas un candidat, tu cherches d'abord à vendre ton job. Donc, ils ont pris cette posture un peu de commercial quelque part. Et finalement, la formation, c'est un peu différent parce qu'on le disait, je ne sais plus si c'était toi ou Hamza qui le disait tout à l'heure, mais pendant le Covid, les gens se sont équipés de solutions digitales pour la formation presque au hasard. Elles ont pris, bien souvent, elles n'ont pas pris le temps de faire un véritable appel d'offres, elles l'ont fait à la hâte et elles se sont dit « Ah, on va équiper et ça va marcher ». Et du coup, elles n'ont pas pris le temps de faire tout cet accompagnement au changement, toute cette phase de communication et de marketing. C'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, avec le recul Covid, on est quand même à plus 3 ans, c'est le moment de se dire, est-ce qu'on avait choisi le bon outil il y a 2 ou 3 ans? Et comment on fait aujourd'hui pour en faire quelque chose qui remplisse des objectifs de marque employeur, qui remplisse des objectifs de fidélisation et donc faire en sorte qu'on ait un taux de satisfaction et d'engagement apprenant qui soit à la hauteur de nos attentes. Alors, juste pour te rejoindre, il y a l'outil, et ça c'est important. Et il y a donc le marketing externe, comment on attire les gens. Et après, nous, ce qu'on voit arriver aussi très fort, c'est, il faut le penser en marketing interne, c'est-à-dire la manière dont la formation elle-même est construite. Ouais. Ça joue beaucoup sur à comment on fait en sorte que les gens aillent au bout. Nous, on a des taux de complétion globaux de plus de 90%. C'est parce qu'on est aussi beaucoup sur ces sujets et parce que nos clients nous ont aussi beaucoup apporté sur ces sujets, de dire, OK, comment je fais du teasing, comment je fais des formats pas trop longs, comment je rends les choses participatives pour faire en sorte que les choses soient finies. Et il y a plein de boîtes d'agences, d'ailleurs, qui sont très fortes sur les sujets. Nous, on a pas mal bossé avec une boîte, ça s'appelle Tips and Learn, par exemple, je profite pour un petit coup de pub. Alors je dis, parce que c'est essentiellement des filles chez eux, elles sont super sur ces sujets pour réussir à construire des parcours de formation très ludiques et qui vont donner envie d'aller au bout. Mais le marketing est à l'intérieur. En tout cas, les réflexes de marketing sont à l'intérieur même de la formation. Or, jusqu'à présent, on était quand même beaucoup sur l'extérieur. On t'attire, tu viens le faire, et puis une fois que tu es dedans, c'est pas toujours hyper prenant, on va dire ça. Alors, puisqu'on est dans le jargon marketing, UGC, c'est pas les cinémas, Hamza. Alors, UGC, on est sur du User-Generated Content. En gros, c'est le contenu créé par les utilisateurs. Ça, c'est d'un point de vue marketing qu'on trouve. Mais c'est un point qu'on retrouve de plus en plus aussi dans la formation. Tout à l'heure, on parlait des tips. Ouais. C'est un exemple où c'est l'apprenant lui-même, ou c'est le manager d'un magasin, ou c'est les apprenants en général qui vont créer ce contenu-là. Alors, ce point-là est intéressant et est lié directement avec le sujet du marketing de la formation, dans le cas où, quand on a des collaborateurs qui créent de plus en plus de contenu, on se retrouve avec un certain sentiment d'appartenance aussi à cette entreprise-là, et aussi un positionnement, on se positionne de plus en plus en tant qu'expert sur le sujet. Ça permet aussi aux collaborateurs de partager leurs connaissances, mais aussi de créer des communautés autour d'un sujet précis ou d'une expertise. Ça participe au personal branding interne du collaborateur qui va être reconnu par ses collègues comme un expert d'un sujet en particulier. Donc il y a une vraie, ça génère vraiment un esprit entre guillemets plus communautaire autour des sujets de la formation. Et finalement, la formation, de là, telle
qu'on en parle va devenir quelque chose de beaucoup plus fluide et usuel que ça ne l'est aujourd'hui. Parce que bien souvent, un collaborateur sur deux va te dire « fais chier, il faut que j'aille en formation ». Tu vois? Là, on est en train vraiment de changer aussi le marketing du mot formation. C'est aussi ça qui est important dans la culture des entreprises. La formation, est-ce que c'est quelque chose de descendant d'obligatoire ou est-ce que c'est quelque chose qu'on partage entre collègues? Il y a aussi un changement de point de vue à opérer, je pense, dans pas mal d'entreprises. Clairement. Ouais. De point de vue, je pense qu'il y a aussi, je sais qu'en disant ça, je vais me faire taper sur les doigts, mais il y a un aspect peut-être un peu générationnel. C'est-à-dire que. Ah non, Julien. Ouais, mais c'est lié au modèle, et notamment français. On est parti d'un modèle très formation obligatoire, pris en charge par l'État et extrêmement descendante, et le CPF a fait basculer ça pas mal, chacun est responsable de sa formation et donc de son employabilité. Et je sais que, en tout cas pour les générations même plus jeunes que moi qui arrivent sur le marché du travail là, ils sont vachement versés quand même dans l'auto-formation, voilà, je vais aller regarder des choses sur YouTube, je vais aller voir même des choses sur TikTok ou sur Snap. Je vais aller, quand je me pose une question, je vais aller chercher et je ne vais pas attendre qu'il y ait une formation obligatoire qui arrive. Et à l'inverse, quand la formation, elle est obligatoire, c'est un peu rédhibitoire et je ne vais presque pas y aller. Enfin, nous, on voit beaucoup ça chez nos clients qui nous disent il y a une partie de nos collaborateurs, on arrive sur les formations obligatoires, on n'arrive pas à les faire venir. Ils refusent carrément et on ne voyait pas ça avant. Donc, l'aspect participatif pour le coup, donc je viens m'auto-former et puis je peux avoir tendance à d'abord laisser un petit commentaire, puis faire une petite vidéo de moi et puis me sentir légitime à partager la connaissance. On la voit quand même arriver très fort. Et en fait, le gros changement de paradigme, je pense, entre les deux générations, c'est qu'il y en a une, et moi je suis un peu entre les deux, donc je me sens à l'aise d'en parler. Il y en a une qui se dit, tant que je ne suis pas expert d'un sujet, je ne peux pas en parler. Et d'ailleurs, j'ai vu des plateformes qui se revendiquaient très UGC, social learning ou autre, mais qui étaient finalement plutôt dédiés à des experts, qui n'étaient pas des gens du service formation, mais des gens qui avaient une expertise sur un sujet, versus, j'ai pas besoin d'être un expert pour un sujet pour en parler, j'ai juste besoin d'être un guide. J'ai juste besoin de connaître un peu mieux que d'autres pour transmettre et guider les gens. Et ça, c'est l'autre génération qui arrive. Et donc, tout ce qui va être UGC en formation, ça va exploser forcément dans les prochaines années. Et aujourd'hui, je pense que si on mesurait vraiment, peut-être que l'outil de formation le plus utilisé, en tout cas dans le retail, c'est WhatsApp, c'est pas le LMS. Ouais. Et ça prouve bien que les gens ont tendance à partager de la connaissance sur des outils participatifs. Par contre, ce pas des outils qui sont faits pour ça à la base, donc ils ne sont pas structurés pour. On n'a pas les stats derrière, on ne sait pas où la donner. Enfin, ça pose plein de problèmes, évidemment. Je ne dis pas qu'il faut le faire sur WhatsApp, mais il faut avouer que moi, que j'arrive chez un client, en tout cas quand il y a du terrain, généralement, il y a un groupe WhatsApp en place. Et il ne faut pas la laisser de côté non plus. Alors, on a pris un peu plus de temps que les webinaires habituels. On a déjà dépassé le temps imparti, mais on va pousser jusqu'à midi parce qu'il reste deux tendances. Rôle demain pour le Learning Community Manager, Hamza, c'est dans la logique. On crée des contenus. À un moment donné, il faut en faire la promotion en interne. Donc, on a ce nouveau métier de Learning Community Manager qui commence à émerger. Oui, absolument, parce que dès qu'on va avoir de plus de contenus qui sont créés par les collaborateurs, il va bien falloir que quelqu'un puisse, on va dire, manager cette communauté et ce contenu-là. Donc, que ça soit sur s'assurer qu'il n'y a pas tout et rien qui est quand même partagé, et s'assurer aussi que de plus en plus de collaborateurs qui prennent la parole et qui prennent les devants pour créer aussi et partager leurs connaissances et leur expertise. Donc, c'est un point qui est important. Même si on peut... Pardon ? Je me rappelle en préparation, on avait tiqué là-dessus parce que moi, je pense même que c'est plutôt Learning Content Manager que Community Manager. Parce qu'en même temps, il travaille beaucoup sur l'uniformisation des contenus. Oui. Ouais, c'est le point dont on a parlé où, même d'un point de vue marketing, les community managers, je pense qu'ils se font de plus en plus rares et ça se transforme en content manager, vu qu'aujourd'hui, on parlait de community manager spécialement pour les réseaux sociaux.
Aujourd'hui, un content manager fait à la fois les réseaux sociaux et différents types de contenus. Donc, on peut se dire qu'on pourrait se diriger aussi vers quelque chose qui ressemble à ça, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est le plus important, c'est les missions qu'il y a derrière, que ça s'appelle Learning Community Manager, Learning Content Manager, ou ça reste tout simplement un responsable formation. Ces nouvelles missions vont de plus en plus être présentes. Moi, je crois assez encore au community, pour le coup, mais parce qu'il y a un truc qu'on oublie vachement dans tout ce qui est justement user-generated content, etc., c'est qu'il y a le contenu, c'est vrai, mais il y a aussi l'interaction. Et les formations qui marchent bien, c'est celles où il n'y a pas forcément celles où il y a le plus de contenu, mais il y a celles où il y a le plus d'interaction. Donc, nous, ce qu'on va beaucoup aimer, par exemple, c'est on va faire un contenu un peu officiel sur des gestes de sécurité, par exemple. Il y a des gens sur le terrain qui vont produire des tips sur l'adaptation de ces gestes de sécurité en fonction d'un terrain, par exemple. Puis il y en a d'autres qui vont juste poster un commentaire, qui vont taguer une personne, qui vont lancer un défi. Et c'est cette chaîne en fait, de connaissances qui est intéressante. Et là-dedans, le rôle du community manager, un de ses rôles, c'est certes d'amener du contenu d'uniformisé, mais aussi d'amener de l'interaction, de dire qui pense quoi de ça, tiens, telle personne t'a répondu sur ce sujet, ce serait intéressant que tu répondes sur celui-là aussi. Ça n'existe pas encore sur les plateformes de formation, très peu. Et c'est tout ce qui fait finalement le sel d'une formation, parce que même quand on était à l'époque des MOOC, qui étaient quand même très statiques déjà à l'époque, on regardait beaucoup le MOOC, mais on regardait quand même aussi beaucoup le forum à côté pour savoir un peu ce que les gens se posaient comme questions et comment ils s'aidaient. Et donc là, il y a un aspect community, interaction, qui est vraiment important, je trouve. Alors l'exemple d'Etam, je vais l'accélérer, je connais bien le sujet, et d'ailleurs il y a un webinaire en replay sur MyRHN que vous pouvez retrouver qui était spécifique à Etam. Etam, les boutiques, volonté de la direction de changer un peu la culture d'entreprise et de mettre à disposition des collaboratrices, puisque c'est principalement des femmes, une solution de formation beaucoup plus communautaire qui permette justement aux boutiques même, alors au sein de la boutique, de pouvoir échanger, mais également entre boutiques. Et Etam a notamment utilisé des challenges dans la formation qui a permis de dynamiser très fortement le taux d'utilisation des apprenants. Donc, c'est un super exemple. Je vous conseille d'aller voir le replay de ce webinaire qui vous donnera toutes les informations par rapport à ce retour d'expérience. Quatrième tendance, l'ère des multicompétences. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va résumer, Julien. Ouais, c'est pour moi que j'ai dit ça. Alors, l'ère des multicompétences, on en avait discuté aussi ensemble lors de la préparation. La première compétence, c'est peut-être de désapprendre à apprendre, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'aujourd'hui, on sait que on acquiert une compétence, puis finalement, 6 mois après, on va devoir en acquérir une nouvelle ou transformer la manière dont on avait appris cette compétence. Donc, il faut être capable de désapprendre, il faut être capable d'apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, c'est pas nouveau. C'était la compétence, le soft skills numéro 1 post-Covid. Tout à fait. Je te dis quelque chose ou tu veux aller plus vite? Je vais aller au chiffre. Donc, un combo, évidemment, on parle beaucoup des soft skills, mais il n'y a pas que des soft skills. Évidemment, il y a les hard skills. Ce qu'on a mesuré dernièrement dans notre étude avec BDIS, c'est qu'un tiers des formations aujourd'hui sont orientées développement des soft skills. Ça, c'est quand même intéressant parce qu'on aurait fait la même étude il y a 5 ans. À mon avis, on était loin du tiers. Donc, il y a quand même une évolution dans les usages et dans ce qu'on propose aux collaborateurs en termes de formation aujourd'hui. C'est assez logique parce que les DRH, ça fait des années qu'on leur dit il y a X années, une compétence, ça durait toute la vie du collaborateur. Maintenant, elle dure. Alors, à la base, c'était 10 ans. Après, c'était 5 ans, 2 ans. Et puis, je pense que bientôt, ce sera 6 mois. Donc, du coup, par contre, les compétences transversales, les soft skills et tout, durent toute la carrière. Donc, c'est un peu logique qu'ils se soient dit tiens, on va mettre un petit peu plus l'accent sur les soft skills. Ce qu'on voyait avec Hamza qui va changer la donne sur 2024, c'est l'aspect professionnalisation de ces softs. Parce que tout le monde est un peu aussi tiré là dans son coin et sur des logiques différentes et des manières de faire différentes sur qu'est-ce qu'on met dans une soft skill, qu'est-ce qu'on met pas, etc. Et donc, on commence à normaliser le sujet. Et c'est l'AFNOR, si je ne dis pas de bêtises, qui du coup est en train de travailler sur ce sujet et qui sortira une normalisation
des soft skills en 2024. C'est une agence d'État hein, pour le coup. Et donc, ce sera beaucoup plus clair de se dire qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il n'est pas, et surtout quel est le nom et comment on granularise aussi une compétence ou un ensemble de compétences type soft skills. Donc, ça risque là encore d'accélérer le sujet et de le professionnaliser. Donc, fort à parier qu'on refait la même étude l'année prochaine et on est à 45% de soft skills. Ouais, c'est possible. Hamza, tu veux compléter? Je pense qu'on peut avancer sur la dernière. Il nous reste 4 minutes. Dernière tendance. Quelle place pour la responsabilité dans la formation, pardon. Ouais. Vas-y, je te sens chaud là, Hamza, vas-y. Non, donc c'est un point, je pense qu'on entend de plus en plus de parler de RSE, de la RSE, mais c'est un point qui est très important aussi dans la formation, que ce soit d'un côté la formation des collaborateurs sur le sujet, ou d'un autre, même d'un côté de production de contenu de formation qui prennent en compte la RSE. Alors, sur ce point, que ça soit, c'est un point où on parle de favoriser plus le blended, vu que le présentiel qui nécessite le déplacement de plusieurs personnes, on se retrouve avec des empreintes carbone qui sont plus importantes. Et si on parle même aussi de la création de contenus digitaux, ce qui est important aussi à prendre en considération, c'est de favoriser plus, on va dire, des modules qui contiennent plus des textes, des images, des infographies, et de ne pas avoir que de la vidéo HD sur tous les modules. Donc ça, c'est aussi un point important à prendre en considération sur la création et la production de contenu de formation. Et il y a aussi l'accessibilité, qui est un point important. L'accessibilité de la formation pour tout le monde. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qui va avoir son importance dans le monde du travail. Alors, chaque emploi est désormais un emploi vert, ce qui signifie qu'il comporte une part de durabilité. Je te laisse réagir, Julien. Pour moi. Là, pour tout te dire, j'étais resté sur accessibilité parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et en fait, on a amorcé beaucoup de chantiers chez nous sur ça. Je pense qu'en RSE, en global, vous allez beaucoup entendre en 2024 des choses. Il y a beaucoup de choses qui sont du bon sens. Effectivement, de dire on déplace moins les gens, donc on a un meilleur bilan carbone, on ne va pas mettre de la vidéo HD partout, etc. Bien sûr, je pense qu'il faut le faire, c'est important. Par contre, je suis content de voir qu'il y a accessibilité là, parce que ça, pour le coup, c'est souvent mis de côté dans la formation, parce que c'est difficile à faire et ça coûte cher, et il n'y a pas d'aide sur le sujet, ou pas à ma connaissance en tout cas. Et il y a très peu de plateformes qui s'y mettent. Et pour vous dire, nous, on fait un très investissement dessus. On est accompagné, et je tiens à les remercier, par Orange, qui nous conseille beaucoup parce qu'ils ont une cellule vraiment sur ce sujet-là. Mais c'est pour moi, avant toute chose, c'est ça qu'il faut faire en fait. Il y a encore énormément de contenus de formation et de plateformes de formation. Si vous avez une déficience visuelle, auditive ou autre, c'est extrêmement compliqué d'accéder au contenu et c'est scandaleux que ça soit le cas. Donc, dans la RSE, on n'oublie pas ça. Certes, il y a les mesures, on va dire, simples et faciles à mettre en place que j'ai citées précédemment, mais il y a les mesures difficiles et celle-là, c'est l'accessibilité. Et si on oublie ça 2024 dans la partie RSE et qu'on se concentre juste sur les quick wins, on aura perdu quelque chose. Donc, voilà. Si je en profite pour passer un message, ce serait celui-là pour tous les départements de formation, tous les concurrents éventuellement qui peuvent aussi regarder. Ça, on le laisse trop de côté. Et je sais que ça coûte cher à mettre en place. Voilà, sacrés investissements sur ce sujet, mais c'est extrêmement important et c'est la loi. En plus, on devrait tous être conformes. Donc, voilà. Deux grandes catégories de green skills. Hamza, je sais que c'est ton dada ce sujet-là. Tu as des plantes derrière toi. Donc, ça c'est un point aussi qui est important, que ce soit les compétences transversales, donc tout ce qui s'agit de la transformation profonde des modèles des entreprises. Mais on peut aussi avoir les compétences opérationnelles, que ce soit sur tout ce qui est recyclage, de sécurité, etc. Donc, c'est deux catégories qu'on va avoir. On va avoir aussi d'autres catégories qui vont faire une apparition. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir prendre de plus en plus au sérieux les prochains mois.
Et puis l'entreprise a ce rôle, hein, entre guillemets, qu'on lui a donné depuis de nombreuses années, de continuer à éduquer les gens. Parce qu'en France, ça marche comme ça. De toute façon, on t'éduque à l'école, ensuite tu arrives en entreprise et on demande aux entreprises de continuer à éduquer les gens, que ce soit dans tous les domaines. Donc, Comment ? Les collaborateurs qui éduquent les entreprises, on peut dire tout. Aussi, mais tu l'as dit toi-même, légalement, c'est imposé aux entreprises. Oui, bien sûr. Donc, je suis d'accord avec toi, tu as les collaborateurs qui le font. Pourquoi ? Parce que c'est un autre débat. Légalement, on impose aux entreprises. Donc, quand on t'impose quelque chose sous peine de sanction, tu n'as pas forcément envie naturellement de le faire, donc c'est compliqué. Mais ça fait partie du rôle de l'entreprise, des attentes des candidats, des attentes des collaborateurs, d'avoir une entreprise aujourd'hui qui soit alignée avec les enjeux de handicap, d'inclusion, de diversité, d'éco-responsabilité. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui n'y voient pas un ROI et pourtant, sur la pérennité de leur entreprise et sur l'image qu'elle dégage, à terme, c'est celles qui n'iront pas dans ce sens n'iront pas très loin dans les années à venir. C'est un indispensable aujourd'hui pour attirer les talents, les garder et avoir une entreprise qui peut penser à long terme. Donc, moi, je suis assez persuadé de ça. Et je pense que ça va aller même plus loin, parce que là, on parle quand même, ça peut conclure ce slide, mais on parle beaucoup de RSE dans la formation. Il y a eu beaucoup cette mouvance RSE dans d'autres domaines avant. Et quand même, l'étape d'après, c'est l'impact pour le coup. Donc l'impact, pour le faire simplement, c'est ce qui va aller plus loin que simplement la mesure RSE, et on sera capable de mesurer à quel point les actions qu'on a prises ont vraiment provoqué un changement. Et pour donner un exemple dans la formation qui nous tient à cœur et qui est important, c'est que justement sur des populations de terrain, nous, on est capable de mesurer que des gens qui ne voulaient plus aller se former ou ne s'étaient pas formés dans les 2 ou 5 dernières années, ce qui fait considérablement baisser leur employabilité. Et là aussi, il y a des obligations légales des entreprises. Des personnes dans ce cas-là, nous, on est capable de les cibler, on est capable de leur distribuer du contenu qui convient, et du coup, de pouvoir leur faire passer, par exemple, des certifications de conduite d'engin, de maîtrise d'ouvrage sur certains domaines particuliers, et de les faire évoluer dans leur poste. Et les retours qu'on a, parce qu'évidemment, c'est des utilisateurs avec qui on discute beaucoup, ils disent, alors on ne l'aurait pas fait sinon, parce qu'on n'avait pas le temps, on ne se sentait pas capable, on n'avait pas le management qui nous permettait de le faire. En passant par votre outil de formation, on a pu le faire, et donc on a passé cette certification, et donc on a évolué dans notre carrière, on a évolué dans notre vie, etc. Là, on arrive sur des logiques d'impact qui sont très fortes autour de la démocratisation de l'apprentissage, et je pense que ça sera la tendance 6 ou la tendance 1 2025 après, et on aura le même chemin en fait dans la formation que dans d'autres domaines, RSE puis impact. Donc pour ceux qui veulent prendre un coup d'avance, impact tout de suite, et vous gagnerez un an. Super, je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble de ces tendances. Merci d'être resté avec nous jusqu'à midi. J'espère que ça vous a plu. Ce webinaire, vous le retrouverez en replay demain matin. Merci beaucoup, Hamza. Merci, Julien. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et désolé, on n'a pas répondu à tous les commentaires, mais on est disponible avec Hamza sur nos messageries et téléphones. N'hésitez pas. Et voilà, il y avait plein de commentaires super de Catherine, de Véronique et plein d'autres, donc de Sandrine. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez continuer les discussions. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.